Alors, je reçois sur le plateau des rendez-vous du monde du travail Christina Longhi. Bonjour Christina. Bonjour. Alors, vous, Christina, c'est le fonds Arborus. Absolument. Parlez-nous d'Arborus. Alors Arborus, c'est une longue histoire puisque Arborus est né en 1995. J'ai créé cette association pour travailler et réfléchir sur la condition des femmes en particulier dans le monde du travail au niveau national et européen. Et puis il y a 10 ans, j'ai ouvert ce travail sur de réflexion et d'action sur la place des femmes dans le monde du travail au niveau international avec des outils méthodologiques puisque nous avons créé un label, une certification internationale pour aider les entreprises à avoir une feuille de route et à pouvoir s'évaluer sur les actions mises en place. Alors, Arborus a bien grandi puisque vous avez été lauréate d'un prix aux Nations Unies. Alors, j'ai lancé un prix effectivement à New York aux Nations Unies lundi dernier, le 16 septembre, qui associe, et c'est très très innovant, et comme a dit la vice-présidente du comité CIDO, c'est révolutionnaire, puisqu'on associe l'égalité entre les femmes et les hommes aux objectifs du développement durable. Et ça, c'est très nouveau, puisqu'on va faire de l'égalité entre les femmes et les hommes le levier de toute forme de changement. Alors, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet puisque cette description-là arrive sur changer la société avec l'égalité. Absolument. Je pense depuis toujours, depuis plus de 25 ans maintenant, qu'on ne pourra pas changer le monde et changer les structures et changer les organisations et changer la gouvernance qui est tellement demandée par les jeunes générations sans, comme préalable, d'avoir l'égalité entre les femmes et les hommes. On ne peut pas imaginer un individu qui marcherait droit s'il a une jambe plus courte que l'autre ou une table qui tient l'équilibre si elle a des pieds qui ne sont pas de la même taille. Donc, c'est une image simple mais qui est extrêmement, je trouve, révélatrice de ce qu'est le monde. Si vous regardez aujourd'hui partout sur la planète, alors avec des niveaux de difficultés différents, évidemment la France par rapport à certains pays comme l'Inde ou certains pays d'Afrique ont des niveaux de différenciation entre les femmes et les hommes qui sont bien différents. Mais quand même, partout sur la planète, les victimes, les pauvres, les mal lotis, etc., ce sont les femmes. Alors, dans le monde occidental, puisque on est ici sur les femmes dans l'entreprise, comment on peut agir ? Est-ce que les lois qui sont sorties jusque-là et les dernières qui entrent aujourd'hui, où on doit publier ces scores, etc., c'est suffisant pour vous pour que, si elles sont appliquées correctement, on puisse aller vers cette égalité parfaite ? Alors, le problème de la loi, c'est qu'elle est pédagogique, mais qu'elle ne fonctionne pas. Moi, j'ai travaillé avec Catherine Génisson en 2001 sur la loi, sur la première grande loi sur l'égalité professionnelle, qui est encore la base aujourd'hui de tous les dispositifs législatifs. Puis j'ai travaillé avec Nicole Hamelin quand elle était ministre de l'égalité sur la loi de 2006, qui est reprise par l'index de Madame Pénicaud. On voit bien la limite de l'exercice parce que les sanctions ne sont pas appliquées, parce que l'inspection du travail n'est pas suffisamment outillée pour pouvoir agir de façon concrète. Et l'indice de Madame Pénicaud est très intéressant, mais on voit bien aussi que plus on va descendre dans la taille des entreprises, moins le sujet est un sujet compris et donc appliqué. Et cette expérimentation qu'on fait depuis des années sur des cadres législatifs qui sont peu ou mal appliqués ou pas appliqués du tout, ce qui est encore plus grave, moi ça m'interpelle sur d'une part notre démocratie, parce qu'il y a des lois appliquées et d'autres qui ne le sont pas. Donc ça pose un problème sur notre sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis ça pose un sujet beaucoup plus vaste sur la compréhension du sujet. Pourquoi les entreprises ne comprennent pas que c'est un sujet majeur ? Parce qu'il y a un problème culturel. Et là, on touche véritablement le cœur de la problématique. Alors, est-ce que parce qu'il y a une politique de quotas qui a été mise en place, est-ce que la politique de quotas, elle n'est pas à un moment contre-productive ? J'ai eu l'occasion de discuter avec des élus et des syndicalistes qui m'ont dit on a de gros problèmes dans certaines entreprises. On n'arrive pas à appliquer la loi pour faire des listes pour le CSE. Elles vont être invalidées à cause de la parité. Mais dans une entreprise où il y a 80% de femmes, si vous avez une carence de candidature d'hommes, par exemple, votre liste est invalide. À l'inverse, vous avez la même chose dans des entreprises qui sont à 80% masculines. Est-ce que cette politique de quotas-là, elle n'a pas été un peu aveugle et elle n'aurait pas dû prendre un peu plus en compte la réalité de l'effectif des entreprises ?
Vous avez tout à fait raison. Et le projet de loi, enfin le débat qu'il y a aujourd'hui autour des quotas à 50% pour les conseils d'administration pose exactement la problématique dans le sens que vous évoquez pour les instances élues. C'est-à-dire que le couperet du 50% va invalider des décisions et peut mettre des entreprises en très très grande difficulté. Donc il faut, je pense, mettre des effets de seuil obligatoires qui soient proportionnels et surtout des mesures d'accompagnement. Ça fait 25 ans qu'Arborus parle de mesures d'accompagnement. Tant qu'on n'accompagne pas les gens, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les organisations syndicales ou les individus, je dirais, et même, on va aller même plus loin, les enfants dans les écoles, ça s'apprend très jeune. Si on ne comprend pas pourquoi c'est important d'avoir de l'égalité, eh bien on continuera à patauger comme on patauge depuis tant d'années. Mais l'égalité ne vaut que quand il y a autant d'un genre que d'un autre. Quand il n'y a pas autant d'un genre que d'un autre, l'égalité, il faut parler de quotité et plus d'égalité parfaite. Parce que là, ça ne marche plus sinon. C'est pour ça que je parlais d'effet de seuil. C'est-à-dire qu'à partir on ne peut pas parler de quotas. Si vous avez une entreprise avec énormément de femmes et très peu d'hommes, il va être compliqué d'avoir la parité. C'est pour ça que la parité n'est pas adaptée au monde de l'entreprise. Alors, effectif, auquel va s'ajouter une crise des vocations. Parce qu'on ne peut pas non plus imposer aux 20% possibles 20% de vocation. Et c'est bien pour ça que je parlais d'éducation, parce que quand on voit que dans le digital, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, les sciences dures, comme on dit, on a très très peu de femmes, on est à peine à 20%. Donc ça veut dire que les viviers de recrutement plus tard vont être très faibles. Et il y a beaucoup de métiers comme ça. Hein. Les métiers traditionnellement masculins, les filles n'y vont pas. Les métiers traditionnellement féminins, les garçons n'y vont pas. C'est là que l'école, l'éducation doit prendre le relais. Une DRH qui voulait avoir un peu plus d'hommes dans ses services communication me disait qu'elle a fait un lancement de recrutement tous azimuts et qu'elle avait eu 90% de candidatures féminines et qu'elle n'arriverait pas à compétences égales, puisqu'elle prend les compétences, à mixiser son service communication. Le problème de la mixité, c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet qui dépasse très largement celui de l'entreprise, parce que même si les DRH ouvrent très largement le sourcing, s'ils font des forums de l'emploi, ils ouvrent à la diversité, à toute forme de diversité, etc., si les viviers ne sont pas là à la sortie des écoles, on a un problème. Et c'est pour ça que je parle de problème de société et de problème de culture, et donc de problème de changement de société. Alors, Arborus doit se retourner vers le ministère de l'Éducation nationale et plus vers le ministère du Travail maintenant. Alors, concernant l'éducation, vous avez parfaitement raison. Je ne travaille pas encore avec les ministères de l'Éducation nationale et de la recherche, par exemple, mais ça serait tout à fait intéressant d'avoir cette approche. On a des actions dans des écoles, une action notamment en France qui s'appelle la courte échelle, où on va aller sur des publics de jeunes filles de milieux défavorisés et avec un système de marrainage, leur apprendre à travers des marraines et le stage de découverte de l'entreprise, des métiers qui sont des métiers traditionnellement masculins, pour créer les vocations dont vous parliez tout à l'heure. On fait ça aussi dans d'autres pays. En Égypte, par exemple, j'ai un programme aussi avec des jeunes femmes plus âgées, elles sont majeures, mais c'est le même principe de mixité et sociale et de mixité professionnelle. Mais c'est très compliqué parce qu'on en revient toujours à ce problème de culture et de guidage dès l'enfance vers certains métiers, avec tous les stéréotypes. J'ai vu que cette année, sur les jouets, le gouvernement essayait d'avoir une action sur les catalogues de jouets et les magasins de jouets, mais pour qu'il n'y ait pas que des jouets de filles et des jouets de garçons, mais des jouets mixtes, etc. C'est un long apprentissage qu'il va falloir mettre en œuvre. Oui, les lois peuvent régler, on entre dans le sociétal puis dans le social et les lois peuvent régler le social. Le sociétal, il avance tout seul, on ne peut pas beaucoup agir sur le sociétal. On peut énormément agir sur le sociétal par tous les médias, la publicité. Mais la loi ne peut pas agir sur le sociétal. La loi pourrait, pour le coup, au lieu de faire des quotas dans les entreprises, quotas qui existent déjà et qui ont fait leur effet, il faudrait faire des quotas dans la publicité, par exemple. Moi, je pense qu'il y a vraiment la publicité et la pornographie, qui est une chose épouvantable, où les jeunes gens aujourd'hui sont abreuvés de trucs absolument horribles, qui ne sont que des images de domination masculine. Il y a véritablement sur la communication des enjeux majeurs. Alors, donc, on pourrait agir sur le sociétal, mais quand même, il y a un moment où la culture elle-même prend le dessus, et pour changer la culture,
soit on est taxé de vouloir uniformiser une certaine culture, soit on est taxé de vouloir les museler ou d'en privilégier une par rapport à l'autre. Le bon chemin, il est où finalement? Nous, avec Arborus, on a trouvé un bon chemin, je pense, parce que ça fait 10 ans qu'on travaille avec cet outil qui s'appelle le GEES, Gender Equality European and International Standard, qui est une certification internationale auditée par Bureau Veritas dans 37 pays à l'heure actuelle, avec un peu plus de 200 entités dans le monde. Et dans ce référentiel de critères, nous avons un critère sur la culture de l'entreprise. Et en éduquant, parce que c'est un problème d'éducation, en éduquant les salariés à ne plus être trop dans les stéréotypes, éviter les biais, éviter les propos lourds, les propos sexistes, promouvoir, créer des passerelles entre les métiers masculins, féminins, travailler sur la mixité professionnelle, etc. On crée une culture dans une entreprise qui va devenir transnationale, puisque ce sont des groupes avec la certification GIS qui sont présents dans un certain nombre de pays. Et comme on les réunit, ces entreprises, de façon régulière dans des clubs, dans les pays qu'Arborus a créés, je leur remets des trophées régulièrement, on fait des benchmarks, on fait plein d'actions de cette nature-là, on fait pas mal de communication. Ça permet à tous ces gens qui sont réunis dans l'entreprise de pouvoir, quand ils rentrent chez eux, on parlait avec leur famille, on parlait avec leurs conjoints, on parlait avec leurs enfants, on parlait avec leurs amis. Et petit à petit, parce qu'il y a cette force de la conviction, quand on a compris que l'égalité, c'était gagnant-gagnant, mais pas que dans le business, c'est gagnant par rapport à l'éthique, par rapport à ses propres valeurs, par rapport à la démocratie. Aujourd'hui, on est confronté à des problèmes de démocratie très forts en France et en Europe, avec une islamisation qui arrive et qui est très forte, avec une remise en cause de la laïcité, avec tous ces enjeux-là. L'égalité entre les femmes et les hommes permet de venir apporter des réponses positives. Alors, puisqu'on parlait de label européen, est-ce que vous voyez des différences entre les pays d'Europe qui seraient plus avancés que nous, par exemple, sur cette égalité? Alors, l'égalité, elle est culturelle, comme on a dit. Il y a les chiffres. C'est une chose. La France, par exemple, sur les conseils d'administration, grâce à la loi de Marie-Jo Zimmermann, est je pense, la première maintenant au palmarès des conseils d'administration. En revanche, sur le point culturel, les pays du Nord sont beaucoup plus avancés que nous, puisque par exemple, le rôle parental est mieux partagé, et on sait que la parentalité et la maternité en particulier est un des freins majeurs à la promotion et à la carrière des femmes, en France ou dans tous les pays du Sud. Donc on est avec une myriade de problématiques. Maintenant, l'Europe, et moi je suis une Européenne extrêmement convaincue et amoureuse de l'Europe, parce que l'Europe a une devise merveilleuse qui est unie dans la diversité. Donc déjà ça, c'est tout un programme. Et puis l'Europe est la seule zone géographique du monde qui a un cursus législatif abouti sur les questions de l'égalité entre les femmes et les hommes grâce aux directives européennes. Ensuite, nous, les pays, chaque pays doit les mettre en œuvre et on ne les met pas toujours bien en œuvre. Oui, c'est vrai que la directive doit être applicable et adaptée aux droits du pays. Et c'est vrai que quelquefois en France, les directives européennes mettent un peu plus de temps à arriver. Mais quelquefois, il y a un peu de méfiance des peuples aussi qui craignent une uniformisation, alors que on disait c'est la richesse de nos diversités et c'est sûrement pas l'uniformisation. Certainement pas. Et on ne peut pas dire qu'une valeur universelle comme celle de l'égalité entre les deux pôles de l'humanité puisse être un risque d'harmonisation. C'est au contraire un risque de succès et d'avoir un monde meilleur. Alors, comment on peut aller plus loin dans l'égalité homme-femme? Et puis peut-être qu'on sort un peu de l'entreprise aussi là-dedans, parce que si on parle de culture, la culture, elle n'est pas uniquement culture d'entreprise, elle est culture populaire. Comment on peut inculquer dans cette culture populaire un peu plus d'égalité? Parce qu'il n'y a pas que les écoles. On parlait des communautarismes grandissants qui sont quelquefois un frein à cette égalité. Absolument. Donc il y a tous les communautarismes qui sont une déviation finalement de la notion de diversité. Il faut que chacun d'entre nous, et c'est pour ça que je parle plus d'inclusion aujourd'hui que de diversité, il faut que chacun d'entre nous ait sa place, et une place légitime. Ensuite, il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui se regroupent par affinité religieuse, culturelle ou autre. Ça me paraît extrêmement dangereux parce que ça rompt
l'unité nationale, ça rompt l'unité européenne. Et ça n'est pas acceptable, à mon sens. Donc ça, c'est un problème politique et ce n'est pas le problème de l'entreprise. Ça ne devrait pas l'être, même si aujourd'hui, et je travaille avec certaines entreprises sur des think tanks, justement sur ce qu'on appelle avec pudeur la neutralité ou l'éthique de l'entreprise. Mais ce sont des sujets qui touchent l'entreprise par la force des choses, mais qui ne devraient pas. Les règles de la République devraient pouvoir canaliser ça avant l'entrée des individus dans le monde du travail. J'entendais l'autre jour, à l'époque où la France pratiquait une politique d'assimilation, il y avait moins de soucis qu'aujourd'hui où ils appliquent une politique d'inclusion. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à la politique d'assimilation ? Alors, je n'en sais rien. Simplement, quand la France pratiquait la politique d'assimilation, c'était essentiellement sur des populations catholiques, des Portugais, des Espagnols, des Italiens. Aujourd'hui, on est sur des populations qui sont de confession musulmane, essentiellement, ce qui pose des problèmes autres. Et l'histoire de la conquête du monde, des conquêtes du monde, montre que les choses ne sont pas aussi faciles que ça et que dans les 40 dernières années, on peut dire, les mouvements géopolitiques sont tels qu'on a des changements drastiques. Donc, je ne suis pas certaine qu'il faille en passer par là. En même temps, je pense que il est absolument indispensable que pour qu'il y ait une cohésion nationale et européenne, il faut qu'on ait cette fameuse culture et qui passe par des valeurs. Pour être candidat à l'Europe, quand vous êtes un pays, vous devez respecter des valeurs des grands principes généraux européens, notamment par exemple ne pas pratiquer la peine de mort. Eh bien, quand on est un candidat à la nationalité française, on doit respecter les valeurs de la République et notamment, par exemple, celle de la laïcité. Voilà, ça me paraît être aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'au moins en France, on arrive à être d'accord sur la définition de la laïcité ? Parce que je pense que tous ont leur vision très personnelle de la laïcité, ce qui effectivement vient entraver la règle même de laïcité. Vous avez raison, la notion même de laïcité est extrêmement complexe et elle vient se télescoper avec la notion de liberté de culte, de liberté d'opinion, de liberté individuelle. Et bon, je n'ai pas la solution au problème parce que je pense qu'aujourd'hui, si on avait une solution, elle serait appliquée. Mais je pense que c'est un sujet qui dépasse largement la France et je pense qu'il faudrait qu'au niveau européen, on ait une véritable politique et normes juridiques qui viennent aider et les États et les entreprises à pouvoir se positionner de façon raisonnable. Au nom de la laïcité, une mairie enlève la crèche qui est dans le hall d'accueil de sa mairie. Est-ce qu'au nom de la même laïcité, donner un terrain pour y bâtir un bâtiment cultuel, c'est une entrave à la laïcité ou pas, à la loi de 1905 ? Alors là, je ne vais exprimer que mes opinions personnelles. Je pense qu'une fois de plus, ici, on n'est pas en accord avec nous-mêmes. Je veux dire, il faut qu'on sache quelle est la culture européenne. Jacques Delors a produit des écrits absolument passionnants là-dessus en disant de façon très très claire quelles étaient les influences religieuses et du coup de nos religions chrétiennes découlent des valeurs qui sont des valeurs de s'aimer les uns les autres, de ne pas tuer, qui sont les 10 commandements finalement, mais qui ont aussi toute une histoire. L'histoire, on va la retrouver dans les proverbes, on va la retrouver dans notre langage. Toute cette histoire qui est liée à cette culture chrétienne, on la retrouve dans notre littérature, dans tout l'art, dans la peinture, dans la musique sacrée, etc. Et donc aujourd'hui, où on est confronté à d'autres aspirations culturelles et culturelles, il faut que chacun puisse s'exprimer, mais dans l'intelligence et non pas dans le conflit. Or aujourd'hui, on est un petit peu là-dedans. Et j'ai l'impression qu'on est aussi dans de l'électoralisme, c'est-à-dire qu'on va fermer les yeux sur beaucoup de choses. On a lâché dans les 30 dernières années sur beaucoup de valeurs par peut-être lâcheté. Alors revenons sur l'égalité, effectivement. Certaines cultures ont une notion de l'égalité homme-femme différente des autres. Donc là, vous dites c'est toujours l'inclusion ou est-ce que là, il ne faut pas revenir avec un peu une dose d'assimilation parce que ça irait peut-être plus vite ? Il faut pas. Quand je parle de l'inclusion, c'est-à-dire que chaque individu ne doit pas être considéré
comme une catégorie. Moi, j'estime que chacun d'entre nous, quelle que soit notre taille, notre âge, notre situation de handicap ou pas, notre niveau intellectuel ou pas, etc., on a chacun droit à une place. Ça, c'est l'inclusion. Et sans différenciation. C'est-à-dire qu'on est comme on est. Et on doit nous accepter tel qu'on est. Et c'est très... aimez-vous les uns les autres quand même. Hein. Bon, ensuite, sur la notion d'égalité, là, on n'est plus dans une problématique ni de diversité ni d'inclusion. On est sur des principes généraux du droit. C'est-à-dire qu'un type qui ne veut pas s'asseoir sur le siège d'une femme parce que c'est une femme et qui ne veut pas conduire le bus parce qu'une femme s'était assise avant, ou qui ne veut pas serrer la main d'une personne en lui disant, j'ai entendu ça, il y a une DRH qui m'a dit ça récemment, il m'a dit par signe de respect, mais c'est totalement irrespectueux de ne pas vouloir serrer la main d'une femme et de serrer celle d'un homme, etc. etc. Là, on atteint des limites qui sont plus acceptables au nom de l'égalité. Et donc, il ne faut pas opposer égalité et liberté de penser, mais je pense que l'égalité entre les femmes et les hommes doit être le vecteur du changement, de la réflexion et de l'équilibre du monde, et que ça n'est pas négociable. Ah ben on ne négociera pas alors. On négocie sur l'égalité dans les entreprises pour arriver à avoir une plus grande égalité, mais on ne doit pas le négocier sur le plan des principes. Je pense qu'on va conclure là-dessus parce que c'est une belle manière de dire qu'on peut changer la société en s'appuyant un peu plus sur l'égalité et que surtout, il ne faut pas négocier à la perte ou au détriment d'eux pour pouvoir arriver justement à avoir les deux jambes de la même taille et pour pouvoir bien marcher. Merci Christina. Merci Jacques.